Elle est là. La troisième vague de chaleur de l'été souffle sur le pays. Avec des pics entre 35 et 40 degrés, les 2 tiers du pays sont placés en vigilance orange. Face à cette situation qui se répète, une centaine de personnalités a pris la parole dans une tribune parue dans Le Monde. Spécialistes du climat, économistes, philosophes ou encore médecins, tous exigent des mesures contre ce qu'ils appellent, je cite, un globocide. 10 jours de canicule en juin nous laissent collectivement traumatisés. Nous pouvons encore éviter que le monde devienne inhabitable pour des pans entiers de l'humanité. Cela nécessite 2 actions urgentes. L'arrêt catégorique de l'expansion des énergies fossiles et la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre. Dans le viseur de ces signataires, certains grands groupes comme le français Total par exemple. Le 24 juin dernier, jour le plus chaud de l'histoire de France, le géant français signait un nouveau contrat gazier aux Émirats arabes unis. Les signataires de la tribune demandent une loi d'urgence climat qui interdirait la participation à de nouveaux projets fossiles et les subventions à ce secteur. Ils demandent la responsabilisation accrue des entreprises polluantes. Les progrès des sciences du climat, elles permettent de faire le lien de causalité complet. C'est-à-dire, comme en fait, c'est le cumul des émissions de CO2 qui définit le niveau de réchauffement planétaire, on peut savoir quel État ou quel pays ou quelle multinationale a contribué à quel incrément de réchauffement. On peut attribuer à ces entreprises une intensification d'événements extrêmes, par exemple chauds, et leurs conséquences économiques, sanitaires. La reconnaissance du crime de globocide, qui hypothèque la possibilité même de vivre sur Terre, est-elle la solution ? Habitabilité, loi d'urgence climatique, ces concepts et lois ont-ils des effets sur le terrain s'ils ne sont appliqués qu'en France ? Comment entraîner les autres pays européens, dont l'Allemagne et son industrie charbon, dans le mouvement ? Est-il possible de concilier mesures climatiques et sauvegarde de l'emploi et de l'industrie ? Voilà, et pour en parler, ce soir, nous recevons Yamina Saeb. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieure, docteur en énergétique. Vous êtes l'une des autrices du 6e rapport du GIEC. Le GIEC, je le rappelle, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et selon vous, une loi d'urgence climatique doit être pensée à l'échelle européenne. Si on ne sort pas du système capitaliste, dites-vous, on se dirige vers l'effondrement. À vos côtés, Erwan Tison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des études de l'Institut de l'entreprise. On peut retrouver votre analyse réchauffement climatique, la faute au capitalisme, point d'interrogation, sur le média en ligne Électron Libre consacré à l'économie et à la technologie. Et selon vous, pointer du doigt Total exempte la responsabilité individuelle. La seule façon, dites-vous, de sortir des énergies fossiles est de mettre en place une taxe carbone. Et puis, Marie Bellan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux Échos en charge des sujets environnement et climat. Selon vous, cette loi d'urgence climatique serait trop contraire aux intérêts économiques des entreprises. L'Europe essaye déjà d'être à la pointe de la réglementation depuis le Green Deal. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et le mot du jour. Oui, ce mot, c'est globocide, un terme que l'on retrouve dans la tribune signée lundi par plus de 100 personnalités et qui désigne tout acte entraînant la disparition de la biosphère et la déstabilisation des conditions même d'habitabilité de la planète. Un crime qui ne viserait pas seulement la destruction d'un écosystème local, mais la mise en péril de la planète tout entière comme système vivant, la biosphère, le climat, les conditions même qui rendent la Terre habitable. Marie Bellan, on avait vraiment besoin d'un nouveau mot et qui désigne qui et quoi précisément ? Alors, je pense que dans l'utilisation de ce mot, il y a une volonté de marquer quand même les esprits. Parce qu'effectivement, on entend souvent écocide, donc qui renvoie à une atteinte à l'environnement beaucoup plus localisée, donc voilà, qui existe déjà dans le droit d'ailleurs français, dans le droit de l'environnement. Bon, globocide, c'est un mot nouveau, je pense que ça marque les esprits. Moi, ce qui m'a frappé dans cette tribune, plus globalement et avec l'usage de ce mot, c'est je pense que les signataires, dont beaucoup de scientifiques très reconnus, Valérie Masson-Delmotte qu'on a entendu, Jean Jouzel, non, un peu assez de ne jamais être entendu. Et je pense qu'ils se disent, il faut qu'on passe sur un registre de vocabulaire un peu différent maintenant, parce que tout ce qu'on a dit depuis 10, 15, qu'est-ce que je dis, 30, 40 ans peut-être, n'a pas été entendu. On ne nous écoute pas, on nous ignore, on en arrive à des degrés maintenant de détresse terribles. Alors il faut qu'on change de registre. Et donc c'est pour ça que ce mot globocide, qui est quand même, voilà, qui marque les esprits, il y a aussi le terme de criminalité qui est utilisé dans la tribune. Ça fait partie, je pense, je ne sais pas si c'est conscient chez eux, mais en tout cas de cette stratégie. Lecture, il faut qu'on change de régime, il faut qu'on change de vocabulaire pour qu'on nous entende, il faut dire plus haut et plus fort quelles sont les conséquences possibles. Et c'est vrai que ce mot de globocide correspond quand même bien, vous l'avez décrit, aux effets du réchauffement climatique. C'est bien une atteinte à tous les milieux, l'océan, la terre, les humains, la faune, la flore. Ce qui fait la planète. Yamina Saeb, vous avez été contactée, sollicitée pour la signer, cette tribune, et vous ne l'avez pas fait, vous avez refusé de le faire.
En l'occurrence, à cause de ce terme qui vous déplaisait, de globocide ? Non, c'est pas la raison. Okay. J'étais au courant de la tribune, je ne l'ai pas signée parce qu'il y a un problème d'échelle. Et moi, ce qui m'intéresse, je travaille sur les politiques climatiques, et donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des revendications actionnables sur lesquelles on peut agir. Or, par exemple, si je prends le terme de globocide, ce qui est reconnu dans la loi française, c'est le terme écocide, mais qui n'est pas encore reconnu par la Cour pénale internationale. Et donc, pour la première étape, ce qu'on pourrait demander au gouvernement français et probablement actionner le niveau européen, c'est la reconnaissance de l'écocide par la Cour pénale internationale qui nous permettrait d'agir déjà. Et ensuite viendrait le globocide. D'accord, donc des choses moins théoriques finalement, peut-être plus pratiques, voilà, on va plus dire. Pratique, voilà, ce qui nous intéresse, c'est des choses actionnables. Alors, à propos de choses pratiques, justement, Erwan Tison, on parlait d'écocide. Alors là, justement, il y a eu un procès qui s'est tenu cette semaine à Strasbourg. 18 mois de prison avec sursis réclamés contre un chef d'entreprise qui avait laissé 33 000 tonnes de déchets dans la nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut véritablement responsabiliser ça les entreprises ou alors c'est contre-productif ? On sait très bien que le droit se mette en accord justement avec l'impact environnemental. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est adapter aussi notre fiscalité. Parce que, on passe sur le thème de globocide, parce que je ne suis pas juriste, mais d'un point de vue économique, déjà, quand les économistes sont très rarement d'accord. Ça, vous connaissez la blague, hein, si vous voulez 3 avis, vous mettez 2 économistes dans la pièce, vous en aurez 5 si vous avez 2 keynésiens. Il y a un sujet sur lequel les économistes sont d'accord, c'est l'importance d'une fiscalité carbone. Il y a eu en 2019 un grand appel dans le Washington Post qui a été signé par une quarantaine de prix Nobel, qui a été signé par des conseillers aussi bien de Reagan que d'Obama, en disant la seule façon qu'on a de sauver le climat, c'est de fiscaliser le carbone, c'est de donner un prix au carbone. Pourquoi ? Parce que, d'un point de vue économique, quand vous faites augmenter le prix d'un bien, mécaniquement, vous en faites ralentir la demande. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, français, mais pas ce gouvernement-là, les gouvernements successifs, ont plutôt tendance à essayer de concilier, via des injonctions contradictoires, la fin du monde, effectivement, l'impact écologique de sa propre empreinte, et aussi l'amortissement, notamment quand il y a un choc pétrolier, l'amortissement des prix à la pompe. On ne peut pas à la fois se dire, je réduis l'impact sur le pouvoir d'achat qu'a une augmentation du prix du pétrole et vouloir sauver la planète. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un prix du carbone, on a besoin de mettre un prix sur la pollution. Mais on va revenir en France avec le climat et depuis la mi-juin, la France qui enchaîne les épisodes caniculaires avec, vous le savez, des écoles fermées, des urgences sous tension, plus de 2000 personnes décédées et 72 départements placés dès demain en vigilance orange. Nous sommes en pleine 3e vague de chaleur et c'est dans ce contexte que le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a tenté de mettre en cause la responsabilité de l'exécutif. Les écologistes ont déposé une motion de censure discutée et rejetée dans la foulée lundi dernier. Mais pour la députée Marie-Charlotte Garin, l'enjeu n'était pas de faire tomber le gouvernement. On l'écoute. Une motion de censure assez historique puisque c'est la première motion de censure pour inaction climatique qui a été déposée par le groupe écologiste et social. Cette motion, elle a le mérite de clarifier qui se tient de quel côté de la barrière. Et je crois que dans quelques années, ça nous permettra aussi de tenir les comptes de qui s'est tenu au chevet du système agonisant et qui finalement a choisi de regarder de l'avant et de se dire qu'il fallait tracer une ligne au-delà du système mourant dont la Macronie nous loue les louanges à longueur de journée. Yamina Saeb, qu'est-ce que vous répondez au Premier ministre Sébastien Lecornu qui répond aux écologistes qu'ils instrumentalisent les victimes de cette canicule? Alors, je ne rentre pas dans la politique politicienne. Moi, je sais que depuis 1990, il y a eu le premier rapport du GIEC. Depuis 1990, ils savent. Tous ceux qui ont été en responsabilité savent. Et ensuite, en 92, on a signé la Convention des Nations Unies et la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. On l'a signé, puis après on l'a ratifié. Donc on sait. Moi, je considère que tous ceux qui ont été en responsabilité, que ce soit parlementaire, exécutif, depuis, sont responsables de ce qui se produit aujourd'hui. Ensuite, donc une motion de censure, c'est le bon moyen ? Je ne sais pas d'un point de vue politique si c'est le bon moyen. C'est pas mon sujet, moi. Ensuite, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que la décennie que nous vivons là, c'est une décennie charnière. C'est ce qu'on sait. Parce que depuis, les rapports du GIEC n'ont fait qu'affiner quelque chose qui est un constat qui était déjà là, en produire des outils, etc. Cette décennie-là, elle est charnière. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas une baisse drastique, et c'est pas ce qu'on est en train de voir de nos émissions entre 2020 et 2030, donc en fait les quinquennats Macron, rattraper le tir est quasiment impossible. Ce qui veut dire que la canicule que nous avons vécue, on va s'en souvenir dans 2-3 ans et peut-être même dans 1 an. Comme c'était la plus fraîche qu'on a vécue jusqu'à présent. En effet, alors Fanny, et pourtant, malgré tout ça, malgré ce constat, on va le voir, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont diminué
sur les 3 premiers mois de l'année. Là. Eh oui, moins 4,8% sur un an entre le premier trimestre donc 2025 et celui de cette année, d'après Citepa, l'organisme qui calcule officiellement les émissions françaises. Ça représente quand même 5 millions de tonnes de CO2 en moins. Pourquoi ? Avant tout, parce que nous nous sommes moins chauffés cet hiver. C'est vrai aussi bien pour le chauffage au gaz naturel qu'au fioul. Cocorico, pas vraiment. En fait, si notre consommation a baissé, c'est parce que nous sortons d'un hiver particulièrement doux. Ce sont les mots de Citepa. En clair, c'est entre guillemets grâce, ou en tout cas à cause du réchauffement climatique. Rappelons que le mois de février précédent est le deuxième plus chaud jamais observé en France, que les températures excédaient encore au mois de mars les normales de saison. Autre bémol, d'après Citepa, si les émissions liées au secteur des transports ont baissé en France, elles ont en revanche fortement augmenté, plus 6,4% en ce qui concerne les lignes aériennes intérieures. Alors la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, salue néanmoins une bonne nouvelle qui, dit-elle, ne doit pas nous conduire à relâcher nos efforts. Est-ce que Marie Bellan, vous trouvez que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Il faut toujours se satisfaire de ces chiffres, même s'ils sont provisoires, ce sont des estimations, mais ils contrastent beaucoup quand même avec les chiffres des 2 dernières années. On a fait moins 3, moins 2,1% en 2024 puis en 2025, donc là, moins de 5% quasiment. Alors c'est sur un trimestre, il faut vraiment être très prudent, mais il se trouve quand même que c'est plutôt, on passe sous la barre symbolique en plus des 100 millions de tonnes sur un trimestre. Pour revenir sur ces chiffres, je rebondis sur ce que vous disiez, l'efficacité du signal prix, même si le Citepa ne fait pas ce lien, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas le faire quand même un petit peu. Il se trouve que les carburants, la consommation de carburant a beaucoup baissé, on sait pourquoi, avec la crise au Moyen-Orient. Et donc, quand on regarde dans les sous-secteurs, les émissions des transports ont beaucoup baissé pendant ce premier trimestre, ce qui veut dire que le signal prix est très efficace. Et je vous rejoins là-dessus en disant une taxe carbone. Alors ça fait peur aux politiques parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, donc il faudrait la mettre en place avec des choses peut-être plus intelligentes que ce qui avait été fait au moment des Gilets jaunes. Mais il n'empêche que c'est efficace, ça fonctionne. On en a la preuve avec cette crise là dernièrement et la baisse de la consommation des carburants. Un mot tout de même pour des solutions, puisque dans cette tribune, Erwan Tison, on parle beaucoup aussi de, bien vous en parliez également, et le financement et la participation d'entreprises françaises à de nouveaux projets fossiles, et notamment en citant Total, qui le 24 juin dernier, au moment où on avait les températures les plus importantes en France, la compagnie pétrolière annonçait sa participation à un projet fossile aux Émirats Arabes Unis. Alors est-ce que interdire justement le financement de ces entreprises, ça peut être efficace ? Alors 3 choses. On peut interdire le financement de ces entreprises. Par contre, il faut dire à la demande qu'il n'y aura plus rien derrière. Parce que dans ces cas-là, on peut interdire tout projet de financement dans les énergies fossiles. Mais dans ces cas-là, il faut assumer un prix à la pompe à 7-8 euros du litre. Voilà. Donc premièrement, il n'y a pas l'acceptation sociale. Deuxièmement, moi j'aime bien qu'on tire beaucoup sur Total dans cette tribune-là. Il y a pourtant le vrai pollueur sur cette planète ne s'appelle pas Total, il s'appelle Aramco. Donc une entreprise pétrolière. Qui est l'entreprise la plus polluante à l'échelle de l'histoire de l'humanité et qui est le sponsor principal de la Coupe du Monde. Donc tous les Français qui ont regardé un match ont eu des bandeaux avec Aramco, mais personne ne s'offusque que cette entreprise-là pollue à une empreinte polluante 5 fois plus grande que celle de Total Énergie. Et troisièmement, il y a une chose qui est très intéressante. Vous avez cité les chiffres de Citepa. Depuis 1990, la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre, son économie française, de 34%. Or, en parallèle, le PIB français a augmenté de 60%. On a assisté à ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer 1 euro de richesse en plus, et je me permets de parler de la relativité. Allez-y. Pour créer un euro de richesse en plus aujourd'hui coûte moins cher d'un point de vue environnemental qu'à 30 ans. Grâce à quoi ? Grâce au nucléaire. On ne va pas se le dire, et grâce effectivement aux signaux prix qu'on a commencé à développer. Quand on prend à l'échelle mondiale... Le nucléaire n'a pas commencé en 90 quand même. Oui, mais par contre, les données citées pas ont commencé en 90. Quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on dit oui, mais la consommation baisse en France parce qu'on l'importe aux États-Unis, de la Chine ou de l'Asie. Et bien là aussi, c'est faux. Vous avez par exemple une étude qui a été faite par le ECIU qui montre que depuis... C'est un organisme d'études internationales, notamment sur les questions climatiques et économiques, et qui montre une chose, qui montre qu'en fait, depuis l'accord de Paris, 92% des pays développés où se crée la richesse mondiale ont vu leurs émissions de CO2 baisser. Quand on regarde un peu plus dans le détail, et c'est là pourquoi le capitalisme est un magnifique outil pour lutter contre le réchauffement climatique, vous avez tout simplement pour produire... Là, c'est la base Edgar de la Commission européenne qui nous dit que pour produire 1 million de richesses, aujourd'hui, il faut utiliser à peu près 350 000 tonnes de CO2 au niveau mondial. En Chine, c'est 491, en Russie, 458. Alors, dans l'Union européenne, c'est 134, en France, c'est 108. C'est-à-dire qu'on a réussi, et même en comptant la consommation. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une urgence environnementale. On est tous d'accord là-dessus. On l'a vécu dans notre chair, etc. Il y a une urgence économique à accompagner cette urgence environnementale. On ne l'arrivera pas à la faire par un point de vue dirigiste
et par des interdictions. On n'arrivera que par la meilleure arme que nous offre le capitalisme, c'est le signal prix. Grâce à ça, on arrive à aujourd'hui créer de la richesse de manière plus vertueuse. J'ai l'impression en effet que ça vous fait bouillir. C'est pas possible. C'est plus possible d'entendre ça. Oui. Parce que dans le signal prix, ce qui ne va pas dans les chiffres du CITEPA, c'est que derrière, il y a de la précarité énergétique. Les chiffres de la précarité énergétique, on va les avoir en novembre-décembre. Donc il y a un décalage et du coup, on annonce, on se congratule, on est tout content qu'il y ait une baisse d'émissions. Mais la baisse d'émissions qui s'accompagne avec plus de précarité de nos concitoyens les plus vulnérables, on n'a pas à la célébrer, celle-là. Parce que fait-on de tout? En fait, la question climatique augmente toutes les vulnérabilités, exacerbe toutes les vulnérabilités qui existent. Donc le signal prix, ça ne marche pas du tout. Le signal prix n'a pas d'impact sur les plus vulnérables. Il n'a pas d'impact, sur ceux qui consomment le plus et qui polluent le plus. Il n'a aucun impact sur eux. Et ce sont ceux qui sont les plus responsables de la situation. Il a un impact sur les couches, sur les premiers déciles, qui, eux, sont enfermés dans les structures et dans le système que nous avons. Un exemple sur la question énergétique dans le logement. Les prix de l'électricité et du gaz résidentiel, plus vous consommez, plus le coût à l'unité est faible. Ça veut dire que les grands consommateurs payent moins cher que les petits consommateurs. Et donc, du coup, on augmente. Mais c'est très grave parce qu'en fait, on augmente la précarité, on augmente la part de la population qui est en situation de précarité énergétique et on n'encourage pas ceux qui consomment le plus à réduire leurs émissions. Alors, il y a un autre point qui me gêne beaucoup quand on parle du découplage. En fait, le découplage, il est relatif. On ne connaît pas de situation de découplage permanent. Découplage, la croissance, le PIB qui augmente avec les émissions qui baissent. On prend par exemple le cas des États-Unis. Ils ont eu un petit découplage à un moment donné. C'est parce qu'ils étaient passés du charbon au gaz. Donc là, c'est que tant qu'on ne travaillera pas sur la réduction de la demande et la réduction de la demande, travailler sur ça va nécessiter de travailler sur la sobriété. On va travailler dessus. Voilà, Fanny. Marie Belland, depuis tout à l'heure, on parle de prendre des mesures locales, prendre une loi d'urgence climatique en France. On sait que le climat, le réchauffement climatique, c'est une affaire mondiale. Concrètement, ça sert à quoi de faire une loi en France? Oui, alors, c'est un peu les limites, mais en fait, il faut quand même se dire qu'il faut bien commencer par un endroit. Et c'est vrai que nous, en France, on est déjà un très bon élève. Alors, si on se compare aux... Je sais que tout n'est pas parfait, les émissions ne baissent pas assez, mais si on se compare aux autres, on est quand même un très bon élève. L'Europe, d'une manière globale, est aussi un très bon élève de la transition climatique. Mais il faut quand même avoir cet arsenal législatif qui se construit. Moi, je suis un peu dubitatif face à une nouvelle loi d'urgence climatique pour la raison suivante, c'est qu'on a déjà un arsenal législatif qui est quand même assez robuste. On a une loi climat et résilience qui a été votée, une loi AGEC sur l'économie circulaire. Il s'est fait beaucoup de choses depuis 2017. Le risque, c'est qu'on est en train de détricoter tout ce qu'on a fait. Donc, je me dis que c'est plus intéressant peut-être d'essayer de consolider et d'appliquer vraiment ce qui a déjà été voté et peut-être aussi de préparer un budget là, pour la loi de finances qui va venir, qui soit effectivement qui sanctuarise les budgets en faveur de la transition écologique, qui sanctuarise des choses pour l'adaptation au changement climatique, plutôt que de faire une nouvelle loi d'urgence climatique qui sera peut-être même pas votée. Et pourtant, Erwan Tison, aujourd'hui, vous parliez de ce pacte vert et de ce niveau européen. Il y a des défenseurs de ce pacte vert qui a été détricoté, qui sont remontés au créneau. Est-ce que ça peut fonctionner au niveau européen? Mais c'est en train de fonctionner, en fait. Le problème, c'est la coordination, justement, entre... Vous avez, par exemple, l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui a mis en place, là aussi, un plancher carbone, c'est-à-dire un prix minimal, et qui, grâce à ça, a connu, alors ça peut paraître anecdotique, mais a connu depuis 2019 3 journées sans utilisation d'énergie fossile. Ce qui est quand même assez intéressant de se dire que via le signal prix, on arrive justement à adapter complètement les... Mais bien sûr qu'ils ont du nucléaire. Non, grâce à quoi ils ont réussi ça? Oui, non, mais grâce à l'éolien. Non, mais ils ont réussi grâce au signal prix. Il y a un mix énergétique, comme on dit. Grâce à l'éolien. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'éolien. Mais bien sûr, mais le nucléaire est une énergie qui... si elle est majoritaire, peut être accompagnée d'autres énergies. Mais pourtant, juste pour reprendre ce que disait justement Valérie Brochard, sur le Green Deal européen, on le voit, donc la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on voit quand même un détricotage aujourd'hui véritablement, et c'est dénoncé d'ailleurs aujourd'hui actuellement par les partis qui sont majoritaires au Parlement européen, là aujourd'hui le Parti populaire européen, donc la droite, et associé à l'extrême droite, qui détricote notamment. Bien sûr, mais... Ça veut dire que eux, ils disent que le grand public n'accepte pas aujourd'hui les efforts. Mais c'est pour ça que la différence est fondamentale entre le rôle du politique et le rôle du marché. Aujourd'hui, effectivement, le problème du politique, c'est qu'il a des injonctions contradictoires dues à 2 horizons temporels différents. Il dépend du cycle électoral immédiat et il ne peut pas placer des solutions de long terme. C'est pour ça qu'il faut faire confiance beaucoup plus dans nos entreprises. Je prends l'exemple, par exemple, on tape beaucoup sur Total. Total a investi l'année dernière 5 milliards d'euros dans ses énergies renouvelables avec la volonté... Combien ils ont investi dans les énergies fossiles? Mais après, dans des énergies fossiles qui sont
beaucoup plus optimisé. Par exemple, vous avez le SAF pour les carburants qui sont un peu plus intéressants, un peu plus intelligents pour l'aérien. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui mettent le paquet parce que justement elles sont incitées par le marché à aller vers une économie vertueuse, à une économie beaucoup plus sobre, parce que le climat le demande aussi. Ce qu'il faut tout ça. Moi, j'ai plus confiance dans les entreprises qui ont un horizon de long terme plutôt que envers les gouvernements, parce que le marché justement aujourd'hui donne les bons signaux. Donc, ce qu'il faudrait faire, si vous permettez là-dessus, c'est comme le disait ma voisine juste à droite avant, à droite géographiquement, j'entends. Ma voisine de gauche n'a rien à voir non plus avec la géographie. Ce que je veux dire, c'est que ces entreprises-là sont aujourd'hui notre meilleure chance. Total, quand il dit qu'il veut devenir, je ne suis pas un porte-parole de Total, mais quand ils disent qu'ils veulent devenir le premier acteur électrique européen, voire au monde, d'ici 2030, j'ai envie de les croire. Et surtout quand on voit les moyens qu'ils mettent dedans. Ils ont reculé. On n'y arrivera qu'à une seule condition. Total a reculé sur on n'y arrivera qu'à une seule condition, c'est d'arrêter de leur taper dessus, notamment d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue fiscal. La surtaxe d'IS qui a été votée cette année, encore une fois reconduite de 6 milliards d'euros, c'est 6 milliards d'euros en moins d'investissement dans la transition. Valérie. Aujourd'hui, on a encore des pompiers qui luttent contre les feux de forêt partout en France. 11 000 hectares de forêt en France ont été dévastés, ravagés par les feux. Est-ce que ça va devenir aujourd'hui une habitude ? Il va falloir s'habituer à ça. Ça va devenir notre quotidien. Oui, je pense que c'est ce que les scientifiques, justement, essaient de nous dire depuis plusieurs années. C'est que là, l'été qu'on est en train de vivre, il est à la fois exceptionnel, ça on peut l'entendre, mais il n'aura rien d'exceptionnel dans les années à venir. C'est inédit et en même temps, c'est quelque chose qu'on pouvait prévoir et qu'on nous avait déjà annoncé. Donc c'est à ça qu'il faut s'habituer. Effectivement, ces vagues de chaleur, il y en aura plusieurs par été. Comme là, on en est à la 3e, on n'est que début juillet, donc on n'est pas quand même arrivé au bout de nos peines. Donc oui, il va falloir s'habituer à ce genre de climat, à ce genre d'incendies qui sont ravageurs. Là, c'est vrai on est qu'au tout début de la saison des incendies. On a déjà dépassé la surface qui avait été touchée les années précédentes. Très rapidement, Marie-Belle, juste une question. Aujourd'hui, on voit des Français qui sont intéressés par les questions climatiques. On voit que ça revient sur le devant de la scène, alors que ça l'était un peu moins médiatiquement. Parce qu'il fait chaud. Est-ce que vous avez peur que, quand l'hiver va arriver, quand l'automne, ça va encore intéresser ? Alors, moi, je crains beaucoup, parce que je suis peut-être trop pessimiste, mais qu'au cœur de l'hiver, en novembre, tout le monde dit, oui, ça va être un sujet de la campagne présidentielle. J'en doute beaucoup. Ce qui me fait quand même des prix de l'énergie. Oui, voilà. Alors, ce qui me fait quand même effectivement garder un petit espoir, mais c'est pas pour des bonnes raisons, c'est que cette canicule, elle va avoir des conséquences très directes sur les prix alimentaires, parce que les récoltes vont être mauvaises, sur les prix de l'énergie. Donc en fait, les gens vont ressentir dans leur quotidien les conséquences. On l'a vu aussi avec les écoles, par exemple. Les vagues de chaleur avaient généralement lieu en juillet-août. On était en vacances, les enfants n'étaient pas à l'école, donc il n'y avait pas le même impact. Et là, au mois de juin, en effet, on l'a vu. Au mois de mai, au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Ils ne peuvent pas aller à l'école. Je pense que ça perturbe vraiment le quotidien et peut-être que ça va imprimer davantage les consciences et qu'on en parlera, je l'espère, encore au mois de décembre. Ça doit se terminer. Je suis désolé, véritablement. Vous savez, nous sommes c'est à vous, les médias, de faire du changement climatique le débat de... Mais vous promis, on vous réinvitera pour en parler. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes.